analyste de la prospective stratégique, Madame Malika Omar. Merci Jasmine pour cette introduction très chaleureuse. Donc, je m'appelle Malika et je suis une chercheuse dans la direction de l'innovation en RH. Et aujourd'hui, il me fait vraiment un plaisir de me joindre à vous et vraiment de vous parler de la méthodologie qu'on a utilisée pour notre travail de prospective stratégique pour les RH de notre ministère et partager les conclusions qu'on a sur notre recherche sur le futur du travail. Donc, depuis le début de la pandémie, l'équipe de prospective du futur de la direction des innovations en RH s'est concentrée à examiner ce à quoi pourraient ressembler les prochaines années compte tenu de notre compréhension de l'avenir du travail et des perturbations résultant de la pandémie. Donc, comme Jasmine l'a mentionné, n'hésitez pas à poser vos questions, soit dans le chat, soit dans Slido, et vos réactions surtout. Et j'ai la chance d'avoir Jennifer O'Rourke aujourd'hui dans l'audience qui va aussi pouvoir répondre à vos questions dans le chat, et aussi Dexter Doherty et Stéphanie Sajou qui font aussi partie de l'équipe de prospective stratégique. Donc, allons-y sur ce. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, comme nous savons tous, la seule chose que nous savons à propos du futur, c'est qu'il va arriver et que nous n'avons pas le choix pour qu'il arrive. Donc, nous ne pouvons pas vraiment rester dans le présent ou arrêter le temps. La question est vraiment quelle façon pouvons-nous nous préparer pour ce futur qui est inévitable. Et c'est là où la prospective stratégique rentre en jeu. Donc, la prospective stratégique n'a pas comme objectif de prédire le futur et elle est aussi différente des prévisions qui sont utilisées en économie. La prospective stratégique, c'est une méthode systématique et rigoureuse qui nous aide à explorer une variété de futurs alternatifs et plausibles. Donc, lorsque nous faisons de la prospective stratégique, nous examinons et essayons souvent de comprendre comment un problème ou un système particulier pourrait évoluer dans le futur et quels défis et opportunités pourraient faire surface. Donc, sans aller vraiment dans trop de détails, il y a plusieurs méthodes pour faire de la prospective stratégique. Chaque expert en prospective va choisir quel processus ou quels outils vont leur convenir. Celle que nous avons utilisée et que Jennifer a utilisée et celle qui est aussi utilisée par Horizon Politique, l'équipe de prospective stratégique du gouvernement fédéral. D'ailleurs, je vous encourage fortement à visiter leur site web. Vous y trouverez une panoplie vraiment d'informations incluant des rapports de recherche et des outils que j'en suis sûre qui vous seront très utiles. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, tel que mentionné, la prospective stratégique s'intéresse vraiment au futur alternatif. Donc, ce que vous voyez à vos écrans, ça s'appelle un cône que nous utilisons dans notre méthodologie. Donc, ce qui se trouve à gauche du cône représente le passé, donc tous les événements qui sont déjà passés et les informations que nous avons sur ces événements. Au milieu du cône, vous allez voir qu'il se rétrécit et ça représente le présent et où nous en sommes aujourd'hui. Et à droite, vous allez trouver le futur. Donc, vous remarquerez qu'il y a une ligne qui traverse le cône qui commence du passé et qui continue jusqu'au futur. Et cette ligne-là représente ce à quoi on s'attend. Donc, c'est-à-dire que si nous prenons les données sur les événements du passé et que nous projetons qu'elles continueront sur la même trajectoire et que demain ressemblera à aujourd'hui et à hier, on obtient donc ce futur anticipé, en anglais ici expected future. Donc, ce que nous savons cependant, c'est que le changement se produit avec le temps et que finalement, on ne va pas vraiment être dans un futur qui ressemble à ce qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est là que le côté droit du cône entre en jeu. Vous remarquerez que le côté droit du cône, il est en train de s'élargir de plus en plus. Donc, en effet, plus nous allons dans le futur, plus le nombre d'avenirs plausibles pouvant survenir est grand. Donc, le cône à droite représente vraiment les futurs alternatifs plausibles et le bord du cône représente les limites de cette plausibilité-là. Donc, des choses pour lesquelles nous n'avons pas vraiment de preuves, comme les invasions extraterrestres, sont actuellement en dehors de ces limites de plausibilité. La dernière chose à propos de ce cône, c'est qu'il n'y a pas vraiment de données sur l'avenir. Donc, il n'y a personne qui lit dans l'avenir, mais ça ne signifie pas pour autant que la prospective stratégique, elle n'est pas fondée sur des preuves. Il existe de nombreuses preuves, recherches et indicateurs de changement qui se produisent aujourd'hui et même dans le passé qui nous aident à comprendre les différentes façons dont l'avenir pourrait se dérouler. Prochaine slide. Donc, travailler en prospective stratégique, ça amène son lot de défis. À la source de certains de ces défis, il y a le simple fait que la majorité des humains ne sont pas vraiment à l'aise avec tout ce qui est inconnu, imprévisible. Au contraire, on est vraiment confortable avec ce qui est familier, prévisible et connu. Donc, dans notre contexte de travail, nous sommes également confrontés
à de nombreuses contraintes. Nous avons aujourd'hui même un nombre important de questions urgentes qui prennent la plupart de notre temps et de nos efforts, ainsi que notre espace mental. Donc, le travail sur l'avenir et la prospective stratégique ne sont pas largement compris et ils sont considérés comme étant bien à avoir au lieu d'être considérés comme des secteurs d'activité cruciaux qui font partie de la planification stratégique. De plus, les ressources et l'expertise dans le domaine sont généralement rares. Donc, ce qui finit par arriver, c'est que la prospective est entreprise à temps partiel ou réduit ou juste comme sur le côté du bureau, ce qui n'est pas vraiment idéal pour obtenir des résultats robustes. Donc, sachant tout cela, il est toujours vital il est quand même important de faire ce travail. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, tout en bas, il y a une citation de Michael Wernick et il dit, pour reprendre le cliché, il ne suffit pas de se préparer en fonction de la dernière guerre, c'est pourquoi il faut essayer de penser à l'avance sur bien des fronts. Donc, si on pense vraiment littéralement à cette situation, ce serait comme si on irait en guerre avec un ennemi qui aurait déjà des drones, des armes autonomes, des chiens robots ou des humains augmentés et que nous nous présentons en guerre avec des soldats à pied. Donc, vous pouvez comprendre que dans cette situation, on ne va pas vraiment avoir des bonnes conséquences pour notre camp. Donc, l'excuse vraiment de ne pas comprendre comment est-ce que le monde évolue, c'est pas suffisant. Et je reconnais vraiment que c'est un exemple qui est un peu intense, mais c'est aussi une façon littéraire et vraie de voir la façon dont nous travaillons. Donc, lorsque nous mettons notre énergie sur les tâches d'aujourd'hui et que nous ne planifions pas adéquatement l'avenir, nous finissons par travailler sur des questions qui sont dépassées ou inefficaces, ce qui rend encore plus difficile non seulement la modernisation, mais aussi d'être bien positionné dans un monde en évolution rapide. Et les répercussions peuvent être stupéfiantes. Donc, comme répercussion, on peut avoir le fait de ne pas être un employeur de choix, avoir des citoyens qui sont frustrés à cause des processus encombrants et de perdre beaucoup d'argent à cause de l'inefficacité. Donc, en ayant connaissance de toutes ces contraintes, comment planifier avec succès en utilisant la prospective stratégique? Une grande partie du travail de prospective stratégique implique de comprendre comment amener les gens vers l'avenir d'une manière sûre et confortable. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, la plupart des praticiens en prospective reconnaissent que faire face à l'avenir peut être effrayant et inconfortable pour plusieurs. C'est tout à fait correct et c'est tout à fait normal de s'inquiéter quand on parle de l'avenir. Mais vraiment, ce qui est cool, c'est que le plus on parle de l'avenir et plus nous commençons à comprendre les changements à venir, moins il devient effrayant et plus nous devenons capables d'avoir un certain contrôle sur les façons dont ils vont se dérouler et par conséquent, comment est-ce que cet avenir-là va nous affecter. Donc, revenons sur les aspects pratiques de ce que signifie d'entreprendre un travail de prospective. Je vais mettre maintenant en évidence certains des éléments clés vraiment quand on en vient à faire un projet de prospective. Prochaine slide, s'il vous plaît. Oh, avant ça, désolé. Revenir. Désolé. Donc, tout d'abord, quand on en vient à un projet de prospective, on a besoin d'un engagement à tous les niveaux pour mener à bien ce projet. Et parmi tous ces niveaux-là, il faut absolument des champions au niveau exécutif qui sont vitales. Donc, comme j'ai mentionné précédemment, la prospective, elle n'est pas toujours bien comprise et nous travaillons dans des environnements où les attentes sont pour des résultats concrets et rapides. Donc, un travail de prospective robuste prend du temps et ça jette vraiment les bases d'initiative d'une transformation réussite. Et ce travail-là est souvent confondu avec une initiative de gestion du changement ou de transformation. Donc, c'est très important d'avoir des champions qui savent ce qu'est la prospective et ce qu'elle n'est pas et ce qu'elle comprend et à quel point elle est nécessaire. Et avoir ces champions-là peut aider à soutenir en fait ce projet de prospective. Ensuite, on a la co-création. Elle aussi, elle est vitale. Donc, vous voulez autant de collaboration que possible. Et plus il y a de voix autour de la table, plus la diversité des points de vue est grande. C'est également important parce que vous souhaitez inclure des experts dans le système que vous envisagez de faire dans la prospective stratégique. Donc aussi, on parle de ressources et d'expertise qui sont nécessaires. Quand on fait un projet de prospective stratégique, il est important d'avoir les outils nécessaires pour mener à bien ce projet et avoir des experts, c'est un des outils aussi qui est clé. Ensuite, il faut avoir de la confiance et de l'ouverture d'esprit. La prospective stratégique, c'est un domaine qui est un peu moins compris et qui peut sembler complexe parce qu'on s'intéresse au futur. Donc, il faut toujours se rappeler que même si on ne peut pas prédire l'avenir, la prospective stratégique utilise une méthodologie qui est rigoureuse et qui nous permet d'être préparés du mieux qu'on le peut.
L'ouverture d'esprit est importante car la prospective stratégique fait appel à la créativité et notre sens d'imagination. Aussi, avoir une grande ouverture d'esprit nous aide à comprendre que beaucoup des concepts qu'on attribue au futur sont déjà présents dans notre monde actuel. Et finalement, avoir une planification robuste et une gestion de projet claire nous aide à rester concentrés sur nos objectifs et à compléter le projet. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, voici donc le processus que nous avons utilisé pour notre travail de prospective en RH. La première étape, le cadrage, est fondée sur cette étape-là, c'est le cadrage, on le fonde sur les études antérieures, sur l'avenir du travail ainsi que la cartographie du système des RH. Donc, c'est-à-dire comprendre l'écosystème des RH, identifier les différentes disciplines et savoir comment les différents systèmes interagissent entre eux. Ensuite, on passe à l'analyse de l'environnement et une revue littéraire. Donc, nous avons examiné la littérature existante sur l'avenir du travail des RH, incluant les prévisions, les grandes tendances, les futurs qui sont attendus, la prospective et l'analyse historique. Nous avons également recherché des signaux de changement qui n'ont pas été considérés dans ces études, c'est-à-dire toute indication qui pointerait vers un futur alternatif ou qui pourrait changer le futur anticipé. Donc, à partir de là, nous avons identifié des moteurs de changement susceptibles de perturber l'avenir et développé 4 scénarios d'avenir plausibles pour les RH. Une petite parenthèse sur les moteurs de changement. Les moteurs de changement sont ceux que nous considérons comme ayant un grand impact sur l'écosystème des RH. Donc, c'est important de les identifier car ce sont les piliers de nos scénarios et ils ont une grande force d'influence dans l'écosystème des RH. Donc, à partir des moteurs de changement et des scénarios, nous avons construit un futur préféré pour les RH ainsi qu'un futur que nous voulons absolument éviter. Prochaine diapositive. Prochaine diapositive. Merci. Donc, pour ce qui est des moteurs de changement, voici quelques-uns des principaux moteurs de changement que nous avons identifiés. Le premier que vous voyez, c'est les plateformes de travail numérique et l'automatisation favorise le dégroupage des tâches et le travail temporaire basé sur les tâches. L'idée ici, c'est que l'automatisation n'a pas besoin de pouvoir remplacer complètement un travail dans son intégralité. Au contraire, certaines parties de tâches spécifiques peuvent être automatisées, augmentant ainsi ce travail et en le décomposant en tâches. Ainsi, quand on ajoute à cela le fait que les plateformes de travail numérique sont déjà bien établies et que nous pourrions ainsi voir une augmentation du travail temporaire et basé sur les tâches. Dans la fonction publique, cela pourrait avoir l'air, par exemple, le matin, quand vous vous connectez, au lieu d'avoir une position fixe et de faire partie d'une équipe spécifique, vous auriez une liste de tâches à effectuer parmi plusieurs équipes différentes. Ainsi, au lieu d'avoir plusieurs tâches dans votre travail qui n'utilisent pas vos compétences, vous avez des tâches plus raffinées en fonction de votre expertise spécifique. Aussi, quand nous pensons à l'intelligence artificielle, nous pensons souvent à l'automatisation et à la perte d'emploi. Cependant, pour ce moteur de changement, nous avons examiné comment l'intelligence artificielle pouvait améliorer notre capacité à effectuer certains travaux. Dans le travail qui requiert de l'analyse de l'information des données, par exemple, l'intelligence artificielle peut être utilisée pour examiner plusieurs ressources en quelques minutes, contrairement à un humain qui aurait besoin de prendre plusieurs heures pour comprendre en fait ces données-là. Donc, nous voyons aussi une application pratique dans le domaine de la santé. Imaginez que vous êtes un médecin examinant une image médicale ou un scan. La seule chose que vous avez pour vous aider à faire un diagnostic sont vos expériences de travail. En étant assisté par l'intelligence artificielle, imaginons que celle-ci aurait seulement accès aux scans et aux médecins nationaux. Cette intelligence artificielle pourrait examiner des millions de scans en quelques instants et vous fournir les meilleurs résultats pour votre diagnostic. Et toutes ces analyses seraient basées sur l'expérience de milliers de docteurs comme vous qui ont des années et des années d'expérience d'analyse d'images médicales ou de scans. Donc, en jumelant l'expertise du médecin et l'intelligence artificielle, vous améliorez considérablement la capacité du médecin à diagnostiquer avec précision un patient. Ensuite, pour ce qui est du travail physique, on peut prendre l'exemple des costumes avec retour pour contrôler les robots. Ces costumes sont très utiles dans les situations dangereuses pour les humains, telles que l'exploitation minière ou les secours en cas de catastrophe. Donc, concrètement, imaginons à la suite d'un tremblement de terre où il faut absolument mener des missions de secours, on peut utiliser ce genre de costume afin de protéger les secouristes tout en aidant les personnes en situation de crise. Ensuite, pour les technologies numériques combinées, la réalité augmentée, la réalité virtuelle et la réalité mixte, ainsi que les mesures incitatives à la réinstallation, contribuent à accroître le télétravail. Donc, avec ce genre de technologie,
Vous pourriez avoir des réunions où tout le monde aurait des lunettes intelligentes et vous pourriez interagir l'un avec l'autre à travers des hologrammes dans la même pièce sans pour autant physiquement être au même endroit. Donc, il existe déjà des juridictions qui offrent des incitations financières dans le but d'inciter les gens à y vivre et à y dépenser tout en travaillant d'un autre endroit. Donc, cela pourrait entraîner une augmentation du travail à distance et sans frontières. Par exemple, vous pourriez vivre à Tofino en Colombie-Britannique, mais travailler pour les Émirats arabes unis. Pour ce qui est pour les percées dans les technologies numériques, de plus en plus d'appareils sont capables de collecter des données et de communiquer entre eux, ce qui permet d'avoir des maisons intelligentes et des lieux de travail intelligents. Un autre exemple d'intelligence artificielle est un programme capable de lire l'humeur d'un employé et de signaler en fait à son gestionnaire si nécessaire ou si l'employé est en crise de santé mentale, par exemple. Donc, les moteurs dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant sont plutôt technologiques, mais ce n'est pas tous les moteurs de changement qui le sont. Donc, par exemple, il y a une diminution de la confiance dans le gouvernement et une forte évolution du paysage de l'information. Ce moteur de changement, il examine la diminution de la confiance dans le gouvernement et les institutions et comment cela stimule la demande pour une transparence accrue et la façon dont d'autres entités fournissent les services habituellement fournis par le gouvernement. Par exemple, on aurait des méga-sociétés proposant de fournir une infrastructure Internet à des nations tout entières. Ensuite, pour les attentes sociétales à l'égard de l'employeur, on peut remarquer qu'elles sont aussi en train de changer. Il y a une pression accrue pour pousser les employeurs à prendre position sur des questions sociétales importantes. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc maintenant qu'on a parlé vraiment de tous ces moteurs de changement, qui, comme je vous le rappelle, sont les fondations pour nos scénarios, il faut pouvoir comprendre qu'est-ce qu'ils veulent dire dans le contexte des RH. Donc l'avenir des RH inclut donc l'analyse prédictive, la centralité des données et la biométrie. Donc, nous pourrions bientôt voir un monde où vous vous connectez à votre espace de travail avec la biométrie et avec les données collectées à votre sujet à partir de vos appareils. Vous disposez de plans d'apprentissage hyper personnalisés, de ressources de santé mentale et de requalification si nécessaire. Pour ce qui est des systèmes de réputation, ils existent déjà et pourraient jouer un rôle important dans l'avenir du travail. Pour ce qui est de l'automatisation et l'intelligence artificielle, à l'heure actuelle, il existe déjà des entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle dans bon nombre de leurs pratiques de RH. Par exemple, l'intelligence artificielle est utilisée dans le recrutement pour sélectionner les candidats et fournir une liste de meilleures sélections à un employé pour que cet employé puisse prendre la décision finale. Et finalement, j'ai déjà mentionné le dégroupage des emplois et le travail virtuel. Donc, cela a évidemment été accéléré de manière drastique durant la pandémie, mais il devrait aussi continuer même lorsqu'on va être capable de retourner au travail. Prochaine slide, s'il vous plaît. Prochaine slide encore. Donc, avec ces trois piliers, nous avons par la suite construit des scénarios. Nous avons utilisé l'approche de 4 archétypes pour la construction de scénarios. L'approche désordonnée que vous voyez en premier, elle représente un scénario où tous les changements dont nous avons parlé arrivent et nous n'avons pas vraiment de stratégie en place. Donc, on réagit à un changement, un à la fois, et on joue un peu au pompier où on éteint un feu après l'autre. Pour le scénario de la progression graduelle, les choses s'améliorent généralement de manière graduelle, mais je considère également ce scénario comme ayant un potentiel d'une trop grande acceptation du changement trop rapidement. Donc, vous pouvez avoir des effets positifs dans certains domaines, mais il pourrait également y avoir des conséquences négatives si on n'avance pas avec prudence. Donc, par exemple, le manque de réglementation d'éthique pour l'intelligence artificielle donne qu'on se retrouve avec des algorithmes qui discriminent et on les découvre en fait une fois que c'est trop tard et que le problème est déjà là. Ensuite, pour le déclin graduel, c'est un peu le contraire de ce que je viens d'expliquer et peut également être considéré comme une résistance au changement en fait. Donc, on essaie d'ignorer le changement pendant trop longtemps ou on y résiste activement. Les systèmes deviennent difficiles à maintenir et atteignent des points de freinage critiques. Enfin, pour ce qui est du quatrième scénario, c'est un scénario de transformation. Ce scénario est souvent une réponse à une opportunité ou à une crise et constitue un écart significatif par rapport à l'état actuel. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, au cas où vous vous demanderez comment est-ce qu'on fait et qu'on bâtit nos scénarios, je vous donne donc un petit regard dans les coulisses et un petit
Donc, cette diapositive, évidemment, vous n'arrivez sûrement pas à lire ce qui est écrit dessus et c'est pas l'objectif. C'est juste pour pouvoir vous montrer notre processus et comment nous avons travaillé à travers nos scénarios. Lorsque nous construisons des scénarios, nous examinons comment chaque moteur de changement pourrait se jouer dans chaque scénario. Donc, nous expliquons ensuite les objectifs les plus utiles pour notre projet afin d'examiner, nous appliquons les objectifs les plus utiles pour notre projet afin d'examiner ces scénarios. Donc, pour nous, nous avons utilisé des lentilles de RH telles que la santé et le bien-être et la gestion de l'effectif. Donc, bref, tout ce qui est important pour l'écosystème des RH, c'est ça qu'on a utilisé. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, nous sommes désormais à l'étape de concevoir l'avenir souhaité pour nos RH. À partir de ces scénarios dont je vous ai parlé, notre équipe et d'autres personnes ont organisé des sessions pour identifier à quoi pourrait ressembler un avenir privilégié pour les RH dans notre ministère. Donc, nous avons également identifié les futurs états à éviter, ce qui nous a aidé à faire avancer notre futur état préféré. Donc, à partir de là, nous avons examiné toutes les informations et identifié 4 catégories principales pour bâtir un avenir privilégié pour les RH. Donc, en haut à gauche, en jaune, nous avons l'expérience humaine et le mode de vie. L'idée centrale derrière cette catégorie est l'idée que tout peut être hyper personnalisé. Aussi, avoir un travail et un employeur qui pourrait évoluer de manière à accorder plus de confiance aux employés, leur permettant ainsi d'équilibrer le travail et la vie et vraiment de vivre d'une façon qui leur convient. Ensuite, en haut à droite, en rouge, nous avons la confiance et la transparence. Cette confiance et cette transparence s'appliquent entre l'employé et l'employeur, ainsi que le gouvernement et ses citoyens. Donc, il existerait un environnement de travail beaucoup plus ouvert et accessible, ce qui favorise une réduction de l'inefficacité et augmente les efforts de collaboration entre les départements. En bas à gauche, en turquoise, il y a la prestation du service. Donc, il s'agit de la capacité d'offrir des services personnalisés, efficaces et opportuns. Pour les RH, cela pourrait ressembler vraiment à rationaliser tous nos processus. Donc, en tant qu'employé ou candidat à un poste, vous soumettez vos informations à un seul endroit et une seule fois, et cette information-là va être acheminée à tous les endroits appropriés. Donc, plus besoin en fait de donner votre adresse et votre date de naissance 30 000 fois. La conception du processus est centrée sur l'utilisateur et hautement efficace. Finalement, en bas à droite en orange, il y a la diversité et l'inclusion. Nous serions en mesure d'utiliser la technologie pour nous aider à améliorer la diversité et l'inclusion. Par exemple, nous pourrions utiliser des écouteurs de traduction en temps réel qui nous permettent de communiquer dans plusieurs langues en direct. Il y a actuellement une transition à l'accréditation mondiale qui permet une plus grande diversité de la main-d'œuvre et nous avons une augmentation de l'équité et des processus d'embauche impartiaux ainsi que des promotions et des opportunités accessibles à tous. Donc ça conclut vraiment toutes les recherches qu'on a fait, incluant la méthodologie qu'on a fait pour en venir à cette grande tarte. Merci encore de votre attention. Je vais repasser la parole à Jasmine. Merci, Malika. Excellente présentation. C'est super apprécié. Tu as déjà suscité plusieurs commentaires, questions. Donc, je vais demander aux experts en prospective stratégique avec nous aujourd'hui, Jennifer, Dexter et toi, Malika, de jeter un coup d'œil et de répondre directement à certaines des contributions de nos participants. Puis plus tard, on va y revenir lorsque notre deuxième présentateur aura terminé sa présentation. Donc, merci à tous pour votre participation et continuez à nous écrire ou lever votre main au besoin. Donc, maintenant, pour la deuxième partie de notre session, il est devenu une sommité en matière d'innovation en ressources humaines. Il a gardé un œil sur tout ce qui se passait au sein de la fonction publique fédérale afin que nous n'ayons pas à le faire. Donc, c'est très apprécié. Aujourd'hui, on a le privilège de l'accueillir pour qu'il partage ses découvertes avec nous. Donc, mesdames et messieurs, le seul, l'unique, Monsieur Étienne La Liberté! Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Merci Malika pour ta présentation. C'est très intéressant. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est rare qu'on ait accès à du matériel sur la prospective stratégique en français
Et ce que Malika a présenté aujourd'hui, c'était un excellent exercice d'introduction et de vulgarisation de ce en quoi consiste la prospective stratégique. Donc, merci beaucoup pour ça, Malika. Moi, je vais vous parler du travail que j'ai fait, travail de recherche consistant en des entrevues sur l'avenir des RH dans la fonction publique. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, la genèse du projet, c'est qu'au mois de février dernier, la sous-ministre adjointe des ressources humaines de EDSC a demandé à l'équipe d'innovation en ressources humaines d'élaborer une vision aspirationnelle sur un horizon de 10 ans pour le ministère, pour les RH du ministère. Et tout juste après avoir passé cette commande-là, une pandémie est survenue. Et donc, moi, je me suis présenté avec une idée de projet qui consistait à sonder un vaste éventail de leaders en RH. Par leader, j'entends des hauts fonctionnaires, des cadres, mais également des spécialistes de domaine, des innovateurs en RH, et les solliciter leurs idées, leurs opinions sur de quoi pourrait avoir l'air la fonction RH de la fonction publique dans un horizon de 10 ans. Donc, l'approche qui a été privilégiée a été simplement des entrevues semi-structurées partant d'un petit ensemble de questions comme point de départ, et j'ai laissé les personnes interviewées amener la conversation là où ils le voulaient. Le résultat de ce travail-là converge avec le travail de prospective stratégique vers l'élaboration d'une vision à long terme pour les RH à EDSC. Mais les résultats vont probablement être utiles également pour l'ensemble des ministères. Donc, le but de la présentation aujourd'hui, c'est de partager un peu ce qui est ressorti de ces entrevues-là. Prochaine diapo. Donc, 550 personnes ont été invitées au point de départ à participer aux entrevues. Plus du tiers ont accepté et cédulé une entrevue. 8 semaines d'entrevues ont eu lieu à la fin de l'été, au début de l'automne dernier. Plus de 100 heures de contenu enregistré allant dans l'analyse, soit environ 700 pages de matériel. 2 tiers des entrevues en anglais, 1 tiers en français et ou bilingue, ce qui est représentatif des langues officielles dans la fonction publique. Et la composition de la population sondée apparaît dans la tarte à droite. Donc, environ la moitié étaient des cadres et l'autre moitié étaient des non-cadres. Et environ 70 à 75% de toutes les personnes interviewées étaient dans la fonction RH. Le reste était adjacent à la fonction RH. Prochaine diapo. Voici le portrait des 42 organisations qui ont participé. Sans surprise, EDSC, Service Canada, a été le ministère qui a le plus participé, étant donné qu'ils avaient un intérêt, étant donné que ça venait nourrir l'élaboration d'une vision pour le ministère. Mais un très haut taux de participation de la part du bureau du dirigeant principal, des RH au secrétaire du Conseil du Trésor, l'École de la fonction publique, l'Agence du revenu, d'autres directions du secrétaire du Conseil du Trésor, la Commission de la fonction publique, et une multitude de ministères. Vous avez la répartition ici. Prochaine diapo. Donc, essentiellement, ce qu'on a demandé aux gens, c'était, à la lumière des défis de la dernière année et de la pandémie, comment on peut réinitialiser la fonction RH en termes de problèmes, de lacunes, de limites que nous devons aborder, ainsi que les opportunités que les RH doivent saisir, en termes de mentalité, comportement qui nous freinent au sein des RH et les mentalités, comportements que nous devons commencer à développer, en termes de gros changements en profondeur que nous devons apporter, mais également en termes de petites étapes concrètes, les prochains gestes concrets qu'on pourrait poser, et finalement, n'importe quelle autre question auquel nous aimerions trouver des réponses. Si vous avez téléchargé la présentation PowerPoint, vous allez trouver les questions en annexe. Prochaine diapo. Ce qu'on a entendu des entrevues, ici, vous avez une représentation visuelle des mots qui sont le plus souvent ressortis dans les entrevues en anglais, soit environ 2 tiers des entrevues. Et le matériel en français est consistant avec ce qui est ressorti en anglais. C'est un bon indicateur des sujets qui ont été le plus soulevés dans les entrevues. Cependant, le vrai défi de l'analyse ne consiste pas à identifier c'est quoi les termes qui ont été mentionnés le plus souvent. Non, le défi de l'analyse, c'est plutôt d'organiser toute cette montagne de données-là en un ensemble cohérent, mais aussi un ensemble cohérent qui nous porte vers l'action. Donc, à cette fin-là, prochaine diapo, s'il vous plaît. À cette fin-là, je vais vous proposer un petit diagramme que vous avez ici devant vous, dont soit 2 axes. Sur l'axe vertical, vous pouvez imaginer en haut
les enjeux, les réponses, les sujets pour lesquels les ministères, tels que EDSC ou le vôtre, ont un haut niveau d'autonomie ou de contrôle. En bas, les enjeux pour lesquels une organisation a un faible niveau d'autonomie et de contrôle. À gauche, sur l'axe horizontal, les défis et opportunités qui représentent, qui sont plus immédiats, un peu plus pratiques, accessibles immédiatement. Du côté droit, les défis et opportunités qui représentent des enjeux plus grands ou plus ambitieux. Donc, en partant de ce petit modèle là, voici les 10 grands constats qui sont ressortis des entrevues. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, dans le cadran supérieur gauche, on trouve les défis et opportunités plus petits, plus immédiats, pour lesquels EDSC ou un ministère comme le vôtre ont un niveau élevé d'autonomie et de contrôle. 3 sujets sont ressortis dans cette catégorie-là. Tout d'abord, sans surprise, le travail à domicile, le télétravail, le travail à distance et le travail virtuel sont probablement là pour rester. Deuxièmement, pour soutenir ce travail à distance-là, il faut maintenant équiper les gens et leur fournir la technologie nécessaire. Et là-dessus, il y a encore beaucoup de travail à faire, ce qui va probablement susciter ou nécessiter des investissements considérables. Et dernièrement, un thème qui a été soulevé par beaucoup de répondants, c'est que nous avons maintenant une excellente occasion d'élargir le bassin de talent auquel on a accès, n'importe où au pays. À la fois le talent qui est à l'extérieur de la fonction publique et qu'on voudrait amener dans la fonction publique, mais également le talent à l'intérieur de la fonction publique qu'on peut désormais mobiliser sur n'importe quel projet à l'échelle complète de la fonction publique fédérale. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Dans une autre catégorie, dans le cadran inférieur droit, les défis et opportunités qui représentent des grands enjeux très ambitieux pour lesquels des ministères comme EDSC ou d'autres n'ont qu'un faible niveau d'autonomie et de contrôle. Ici, peut-être le thème le plus souvent mentionné, ça a été le système de classification que plusieurs répondants ont qualifié de archaïque, qui représente un changement fondamental qu'on doit amener au système des RH. Deuxièmement, la nécessité de prendre une approche, je vais le dire en anglais, enterprise, donc à l'échelle de la fonction publique fédérale complète, pour relever certains défis. Par exemple, des gens ont soulevé la nécessité de développer une capacité d'analyse de données, pas seulement par ministère, mais pour l'ensemble de la fonction publique. Une autre idée qui est ressortie souvent, c'était considérer peut-être créer des services en RH partagés, par exemple, pour recruter des gens pour des postes pour lesquels tous les ministères ont des besoins. Par exemple, quand on parle de postes d'entrée, comme des AS1, des CR, tous les ministères ont le même besoin. Pourquoi pas partager ce service-là à l'échelle de la fonction publique fédérale? Troisième sujet soulevé, la communauté RH doit prendre le contrôle de sa destinée. Et pour ça, ça va nécessiter à la fois un leadership horizontal fort, professionnalisation des RH et probablement aussi une certaine intervention de la part de l'Agence centrale. Et dernier enjeu, le gouvernement du Canada doit repenser le contrat de travail pour répondre à la nouvelle réalité. De plus en plus de gens ne travaillent plus sur des sites de travail fédéraux, travaillent de la maison, travaillent de l'extérieur. Et donc, on doit repenser les conditions d'emploi, les conventions collectives pour s'arrimer avec la nouvelle réalité. Donc, c'est des gros enjeux, mais pas nécessairement un sujet pour lequel je veux trop porter l'attention parce que c'est hors du contrôle d'un ministère comme celui où je travaille ou le vôtre. Prochaine diapo. La dernière catégorie sur laquelle je veux porter votre attention, c'est la plus importante. C'est vraiment là-dessus que je veux qu'on mette l'emphase. C'est les défis et opportunités plus grandes, plus ambitieux pour lesquels un ministère a un niveau élevé d'autonomie et de contrôle. 3 constats ressortent ici. Tout d'abord, l'analyse de données et la prise de décision fondée sur des preuves ou on pourrait appeler des données probantes. C'est la nouvelle monnaie des RH. Nous devons exploiter les RH, devons exploiter les données en RH pour déterminer quelles sont les interventions stratégiques qui vont nous mener de l'avant et mettre plus d'emphase sur les données probantes dans le processus de décision. Les RH ont une longue histoire de baser leurs décisions sur des opinions personnelles, des présuppositions, laisser
les émotions nous guider, mais ce n'est plus la façon de faire. Il faut vraiment, dorénavant, regarder les données et les données probantes pour informer nos prises de décision. Deuxième sujet, la numérisation des RH. Nous devons rendre les produits et services RH simples, modernes, numériques, disponibles en tout temps, tout moment, sur n'importe quel appareil. On commence déjà à le faire au gouvernement de plus en plus pour nos services à la population. Il faut prendre le même virage pour nos services à l'interne. Troisième point, les approches et solutions centrées sur les utilisateurs. Nous devons commencer à déplacer l'emphase que les RH ont traditionnellement mise sur la conformité aux politiques et aux processus et commencer davantage à prioriser la satisfaction des besoins utilisateurs. Et par utilisateur, j'entends gestionnaire, employé, candidat. Prochaine diapo. Donc, ce qu'il faut retenir des entrevues menées auprès de 215 participants sur l'avenir des RH dans la fonction publique, 3 points. Tout d'abord, il y a des enjeux sur lesquels les ministères et organismes travaillent déjà, donc les défis les plus immédiats auxquels ils sont confrontés, comme la réalité du travail à domicile, le télétravail, le travail à distance, et on doit continuer dans cet élan-là. Deuxièmement, les ministères et organismes peuvent influencer les défis et possibilités plus importantes pour lesquelles une collaboration horizontale va être nécessaire avec les agences centrales et d'autres organisations pour régler les problèmes qui sont communs à l'ensemble de la fonction publique, dans tous les ministères. Et finalement, le point vraiment que je veux que tout le monde retienne de ces entrevues-là, c'est que les ministères et organismes ont encore, à bien des égards, du rattrapage à faire par rapport à l'industrie des RH en dehors de la fonction publique. Il y a plusieurs mentalités, comportements, outils et pratiques traditionnelles qui vont devoir faire place à des façons radicalement différentes de faire des RH dans la fonction publique fédérale. Prochaine diapo. Ça complète, ça complète la partie dont je voulais parler, où je porte mon chapeau de chercheur. Maintenant, pour la suite de ma présentation, je vais enlever mon chapeau de chercheur, puis je vais prendre une position plus personnelle pour commenter un peu certains des constats qui sont ressortis de ces entrevues-là. Donc, comme vous pouvez le voir dans le diagramme qui résume la présentation aujourd'hui, dans la partie supérieure, on a le résultat de travail de prospective stratégique. Dans la partie inférieure, le résultat des entrevues sur l'avenir de la fonction publique. Et jusqu'ici, je vous ai surtout parlé des 3 composantes qu'on trouve en bas à gauche, donc les trajectoires, les grandes orientations que nous proposons, que les RH considèrent pour se préparer pour l'avenir des RH en 2030. Ce qu'on appelle trajectoire, on pourrait aussi le considérer comme des stratégies à long terme. Le vocabulaire est le même, mais c'est vraiment des lentilles qu'on doit commencer à adopter pour considérer tous les enjeux auxquels on fait face dans les RH. J'ai fait cette présentation-là déjà 4 ou 5 fois et en général, une de 3 choses se produisent à ce stade de la présentation. Premièrement, beaucoup de gens à qui je présente tout ça rejettent la plupart de ce que je viens de dire, de se présenter sur la numérisation des RH, les approches centrées sur les utilisateurs, puis la nécessité de regarder les données et de prendre des décisions basées sur les données probantes. Et les gens sont plutôt intéressés à savoir qu'est-ce que j'ai découvert dans mes entrevues qui concerne leur domaine de travail actuel, leur discipline à RH, que ce soit la classification, la dotation, la santé mentale, la diversité et l'inclusion. Une autre réaction que j'entends souvent, c'est que l'audience trouve que ce que je viens de présenter est trop abstrait. Et ils veulent quelque chose de plus tangible et ils veulent savoir qu'est-ce que je peux faire demain là-dessus. Et finalement, la troisième réaction qui est assez fréquente, c'est qu'on me dit, c'est bien beau ce que tu viens de présenter, Étienne, mais tu parles de grands changements systémiques, de changements complexes. C'est bien au-delà de mon niveau de paye. Moi, je suis dans les tranchées, je suis dans les opérations. C'est pas moi qui peux influencer ou changer ça. Donc, j'aimerais partir de ces 3 réactions-là qui sont normales et fréquentes pour articuler un peu la suite de la présentation. La première préoccupation qui a trait au fait que on ne se concentre pas dans cette présentation-là sur les disciplines spécifiques des RH. On amène ça dans un autre niveau. Je dois inciter ma collègue Jennifer O'Rourke et toute son équipe, Malika, Stéphanie, Ryan et d'autres,
quand ils ont fait leur travail de prospective stratégique, et moi, quand j'ai fait mes entrevues sur l'avenir des RH en force publique, la demande qu'on avait reçue, c'était de regarder sur le long terme. Pas dans un horizon de 1 an, pas qu'est-ce qui change cette année à cause de COVID-19, mais vraiment de regarder c'est quoi les changements qu'on doit anticiper dans un horizon de 10 ans, nous menant jusqu'à 2030. Donc, quand on regarde l'avenir distant, l'avenir lointain, et qu'on garde ça dans notre champ de vision, ça vient transformer comment on approche notre quotidien actuel, comment on approche le travail qu'on fait présentement, parce qu'on sait où on s'en va et donc on est capable d'être un peu plus stratégique dans nos choix et nos décisions. Et pour cette raison-là, c'est ce que je dirais aux gens qui est important de retenir, c'est que garder ces 3 concepts-là, ces 3 trajectoires, en tête et considérer et posez-vous la question, qu'est-ce que ça peut vous signifier pour mon travail à moi, pour la discipline dans laquelle j'opère, pour les projets sur lesquels je travaille. Si j'avais à m'élever un peu au-dessus des enjeux immédiats du travail qui m'occupe aujourd'hui et que je devais prendre une perspective plus stratégique, plus à long terme, qu'est-ce que je considérerais faire différemment? C'est quoi les données que je pourrais regarder pour venir informer le travail? Quel pourrait être un penchant numérique de ce que je suis en train de faire? Comment qu'on pourrait intégrer une approche centrée sur les utilisateurs dans ce qu'on fait? J'ouvre une parenthèse avant de poursuivre parce que plusieurs personnes me demandent pourquoi l'inclusion, la diversité, l'équité ne font pas partie des trajectoires que j'ai identifiées. À cela, je vais répondre que tout ce qui touche la diversité, l'inclusion, l'équité sont un des thèmes qui sont le plus ressortis dans les entrevues. Peut-être le deuxième thème le plus fréquemment mentionné après le travail virtuel, le travail de la maison. Cependant, chaque fois que les gens me parlaient de diversité, d'inclusion, d'équité, c'était toujours présenté comme un état auquel on aspire. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est que le son branché. J'entends des bruits dans mes écouteurs, pardon. Donc, c'était tout le temps présenté comme un état futur désiré, pas comme une stratégie à poursuivre pour offrir un meilleur service à la population. Donc, pour cette raison-là, je n'ai pas inclus la diversité et l'inclusion dans mes stratégies, mais il y aurait matière à le mettre comme une stratégie à poursuivre. Mais de toute façon, la diversité, l'inclusion, l'équité sont ressortis comme dans le travail de prospective stratégique comme étant un des futurs privilégiés. Donc, je voulais juste en faire mention s'il y en a qui se posaient des questions à ce sujet-là, et je ferme la parenthèse sur ça. Pour revenir aux préoccupations que j'entends souvent, la deuxième série de préoccupations touche au fait que c'est des concepts peut-être un peu abstraits, pas suffisamment tangibles. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut poser comme prochain geste? Bien, ça, je vais vous donner quelques exemples rapidement, des exemples qui touchent à chacune des 3 trajectoires dont je viens de discuter. Donc, si on considère, par exemple, la numérisation des RH, je sais que c'est un sujet un peu abstrait. Quand on parle de numérisation, il y a souvent deux présuppositions qui sont faites. De un, soit qu'on pense à la numérisation comme étant de convertir des formulaires papier en formulaires numériques, en PDF, mais on parle de beaucoup plus que ça lorsqu'on parle de numérisation. Et quand on parle de numérisation, l'autre piège, c'est souvent de penser que par numérisation, on entend technologie. La technologie est une des dimensions de la numérisation, mais c'est beaucoup plus que la technologie. Je vais vous donner un exemple pour contraster deux technologies en RH, une qui est numérique et l'autre qui ne l'est pas. Chaque année, on est appelé à compléter nos évaluations de rendement annuelles dans un système qui s'appelle le PSPM. Et si jamais vous avez déjà passé à travers le processus et eu à remplir des évaluations de rendement annuelles dans ce système-là, votre expérience n'a probablement pas été très positive. C'est difficile de se repérer, on ne comprend pas toujours où on est rendu dans le processus. Il y a beaucoup de va-et-vient qui est fragmenté entre l'employé et son gestionnaire. La quantité d'informations qu'on peut fournir dans les champs est toujours limitée. C'est vraiment un peu chaotique à naviguer.
Et donc, bien que l'application utilise la technologie, qu'elle soit en ligne, dans la pratique, il n'y a rien de numérique dans cette expérience-là. Si je peux contraster avec une autre application qui est utilisée en RH qui est numérique, qui répond aux principes du numérique du gouvernement, je pense à l'application MaPay GC, MyGCPay. J'imagine que la plupart d'entre vous avez été exposés à cette application-là et si c'est le cas, peut-être avez-vous eu comme moi la même réaction la première fois que j'ai ouvert l'application. Mais c'était merveilleux. C'était simple, c'était intuitif à comprendre. J'ai jeté un coup d'œil de 20 secondes à ce qui était devant moi à l'écran et immédiatement, je comprenais c'est quoi l'information que j'avais devant moi. Je savais où trouver les autres informations. C'était facile à naviguer. Ça représentait visuellement des données avec des graphiques. Ça faisait exactement ce que moi, je voulais que ça fasse comme utilisateur. C'est un merveilleux exemple de ce que ça signifie être numérique en 2021. Et c'est le même type d'approche qu'on doit prendre pour tous nos produits et services en RH. On doit vraiment se mettre dans la peau de l'utilisateur ou des utilisateurs et se poser la question, qu'est-ce que la personne cherche à accomplir? Qu'est-ce qu'elle recherche comme information? Comment peut-on lui faciliter la tâche le plus possible, rendre le processus l'expérience du processus aussi positive que possible? Et on doit changer notre approche traditionnelle à nos produits et services. Il y a une citation que j'adore qui vient du livre HR Disrupted, qui a été écrit par Lucy Adams, qui est une ancienne directrice des RH de la BBC. Et dans son livre, peut-être ma citation préférée, elle dit, je vais vous le traduire en français, mais elle dit, traditionnellement, les RH conçoivent des solutions, des produits, des services autour de deux idées. Un, la conformité, et deux, leur propre commodité. Donc, ce qu'elle dit, c'est que les RH développent des solutions pour se faciliter leur propre vie, pas pour faciliter la vie des clients qu'ils servent. Et ça capture bien le virage qu'on doit prendre dans les RH. Donc, à vous de vous poser la question, qu'est-ce que ça veut dire? Ça serait quoi l'équivalent de la numérisation des processus, des services, des produits dans le domaine pour lequel vous travaillez présentement, dans votre sphère d'activité, dans votre discipline de RH? La deuxième trajectoire que je vais illustrer avec quelques exemples, c'est tout ce qui touche les approches centrées sur les utilisateurs, puisque je viens d'en parler. Par exemple, je sais que dans mon organisation, présentement, on parle beaucoup de onboarding. Onboarding, on pourrait se traduire, j'imagine, par l'accueil et l'intégration, l'accueil, l'orientation et l'intégration des nouveaux employés. Vous me pardonnerez, mais je vais m'en tenir au mot onboarding présentement. Je ne sais pas comment a été votre expérience de onboarding dans votre carrière, mais moi, j'ai été onboardé 11 fois dans 11 ministères différents. Et à chaque fois, ou presque, ça a été l'enfer. Quelques exemples, mais j'étais dans une organisation, 2 fois, j'ai commencé dans une organisation où mes gestionnaires ne savaient même pas que je commençais cette journée-là. Une fois, ça m'a pris 2 semaines à obtenir une carte de sécurité et chaque fois que je devais aller aux toilettes dans la journée, je devais demander à un collègue, je peux t'emprunter ta carte? Donc, imaginez comment je me sentais, moi, nouvel employé dans une équipe, 3-4 fois par jour, devoir emprunter la carte d'un collègue pour aller aux toilettes, pour pouvoir le faire tout seul. Dans un autre poste, même enjeu de carte de sécurité, mais pendant 1 mois, tous les matins en arrivant, je devais appeler mon gestionnaire pour qu'il vienne me chercher à la sécurité. Comme si j'étais un enfant qui arrive à l'école qui ne sait pas ce qu'il fait. J'ai une fois seulement sur 11 expériences, j'ai été équipé avec mon ordinateur, un téléphone, email, accès au réseau le premier jour dans le poste. Les 10 autres fois, et 9 de ces 10 autres fois-là précédaient la pandémie, ça a demandé des délais beaucoup plus longs. Dans un poste que j'ai eu dans les 3 dernières années, c'était à moi, nouvel employé, de soumettre chaque ticket individuellement au service d'aide des TI pour avoir mon ordinateur, avoir mon mot de passe, avoir mon VPN, avoir mon courriel, avoir mon téléphone, ça reposait sur mes épaules. 5 semaines que ça l'a pris avant que je sois équipé pour faire mon travail. Dans un autre poste, ça m'a pris 49 jours à avoir mon ordinateur et dans un autre, 88 jours. Et ce 88 jours-là, ce n'est pas arrivé pendant la pandémie, ça précédait la pandémie. Tout ça pour dire que l'expérience de onboarding des employés dans le gouvernement est misérable, absolument misérable. Et la raison est que
personne ne se pose la question comment on peut désigner un processus, concevoir un processus de onboarding autour du nouvel employé. Une organisation que je connais a fait ça. Ils se sont posé cette question-là. Ils ont approché le processus de pre-onboarding, donc tout ce qui précède l'accueil de l'employé dans son poste. Donc, j'entends par ça du moment que l'employé signe sa lettre d'offre jusqu'au moment qu'il arrive dans l'organisation le jour 1. Et cette organisation-là ont regardé le processus de pré-accueil et se sont posé 5 questions. Pourquoi avons-nous ce processus? Est-il nécessaire? Comment peut-on s'en débarrasser? Quelle est la valeur ajoutée? Pouvons-nous l'automatiser? Et en se posant ces questions-là, ils ont pris chaque élément du processus de onboarding, ils l'ont disséqué, et la solution qu'ils ont mis en place, c'était la suivante. Ils ont créé un formulaire en ligne, un formulaire sécurisé, que le nouvel employé qui vient d'être embauché, lorsqu'il reçoit sa lettre d'offre qu'il doit signer de façon numérique, doit également compléter ce formulaire en ligne-là. Et le formulaire vient chercher toute l'information qui est nécessaire pour alimenter 9 processus internes différents. Sécurité, paie, les espaces de travail, bref, tous les processus nécessaires, les TI. 9 processus différents sont alimentés à partir d'un seul formulaire. L'employé n'a pas à soumettre 9 formulaires différents, n'a jamais à fournir la même information plusieurs fois. Le formulaire distribue automatiquement les champs d'information qui sont nécessaires à chacun des 9 processus. Et en plus, ce qui est merveilleux de ça, c'est que lorsque l'employé soumet le formulaire ne passe pas par les RH, le formulaire ne passe pas par le gestionnaire d'embauche. Le formulaire est envoyé directement aux 9 gestionnaires de processus qui sont responsables de ces processus-là. Donc, l'expérience a résulté pour l'employé, c'était un seul formulaire à remplir qui se remplit environ en une dizaine de minutes et c'est fait. L'employé n'a plus à intervenir dans le processus. Pour les RH, les RH n'avaient plus à transiter toute l'information à gauche, à droite en différents joueurs. Le gestionnaire n'est plus inondé de courriels. Et en plus, auparavant, cette organisation-là avait une équipe de 12 personnes à temps plein qui se coordonnaient tous les courriels, les formulaires entre les intervenants. Et en automatisant le processus avec un seul formulaire, ils ont été capables de réduire le travail de 75%. Et l'équipe de 12 personnes est passée à 3 personnes qui s'assuraient que tout se passait en douceur. Tout ça parce qu'ils ont adopté une approche centrée sur les utilisateurs. Le dernier exemple ou la dernière trajectoire dont je veux parler un peu pour vous donner une idée de quoi peut avoir là une application pratique, c'est les données et la prise de décision fondée sur les données probantes. 2 dimensions ici, les données probantes et les données. Mais la prise de décision basée sur les données probantes me fait penser à un rapport qui est sorti il y a quelques semaines, la Commission de la fonction publique. Ils ont fait une vérification de la dotation. Ils ont trouvé certains problèmes dans la dotation où on semblait voir des biais à l'égard de certains groupes d'équité en emploi. Et une des recommandations du rapport était d'offrir de la formation obligatoire sur les biais inconscients pour les gestionnaires de sous-délégués. Lorsque j'ai lu ça, moi, je suis un peu sursauté dans ma chaise parce que 1 mois auparavant ou 2 mois auparavant, le gouvernement, la fonction publique du gouvernement de Grande-Bretagne venait de mettre fin à la formation obligatoire sur les biais inconscients sur la base du fait qu'ils ont déterminé que ça n'améliorait pas l'équité en emploi, ça ne réglait pas le problème des billets et en fait même que des fois, ça pouvait occasionner certains problèmes supplémentaires. Je viens de te voir, Jasmine, donc je garde un œil sur le temps. Merci beaucoup. Et donc, quand on regarde les données probantes, ce qu'on connaît de la littérature scientifique académique sur la formation obligatoire pour réduire les biais inconscients, on découvre que les résultats sont assez mitigés. Donc, si j'avais à prendre une approche basée sur les données probantes pour régler le problème des billets dans la dotation, la formation sur les biais inconscients, c'est probablement pas ce que je proposerais. Je privilégierais probablement une formation sur les interventions qui sont démontrées dans la littérature comme venant réduire les biais, que ce soit
de créer des panels diversifiés pour les entrevues, que ce soit de faire des évaluations à l'aveugle, que ce soit d'avoir des entrevues structurées, utiliser des rubriques dans les entrevues. Donc, il y a une panoplie d'interventions qu'on peut faire sur les processus qui aident à réduire les biais en dotation. Et ça serait beaucoup plus intelligent de se baser sur les données probantes pour dire, voyez-vous, la formation qu'on va offrir dorénavant au RH et aux gestionnaires, ça va être la formation sur ces interventions-là qui sont démontrées que ça vient aider à réduire les biais en dotation. Les RH sont assis sur une montagne gigantesque de données et on utilise très, très peu les données sur lesquelles qu'on a à notre possession. Et donc, si j'avais à proposer une intervention qu'on peut faire dès maintenant, c'est de regarder n'importe quel processus que vous avez et vous poser l'une de deux questions. Quelles données a-t-on présentement à notre possession pour déterminer si notre processus, nos façons de faire, nos pratiques fonctionnent, nous donnent les résultats qu'on veut? Ou, inversement, se poser la question, quelles données pourrait-on commencer à collecter pour améliorer la façon dont on fait notre travail? Quelques points, je vais sauter une grosse partie de ma présentation pour sauter peut-être plus aux conclusions. Mais ce que je souhaite que vous reteniez de la présentation aujourd'hui, c'est de garder en tête le futur lointain, gardez-le dans votre champ de vision et posez-vous toujours la question comment ces trois trajectoires-là que j'ai présentées aujourd'hui, donc la numérisation des RH, les approches centrées sur l'utilisateur, les données et la prise de décision basée sur les données probantes, comment ça peut venir se traduire dans votre travail quotidien. Deux, considérez que chaque défi, chaque solution que vous allez envisager peut demander un mélange différent de ces trois éléments-là, de ces trois composantes-là. Donc, peut-être jouer avec les variables et vous dire, ben, si on avait vraiment à mettre l'emphase sur les données là-dessus, plutôt que la numérisation, qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent? Et peut-être dans un autre cas, dire comment qu'on pourrait numériser notre processus, notre produit, notre service, même si c'est un peu moins basé sur les données. Donc, jouez avec les variables pour voir qu'est-ce que vous pouvez changer. Je n'ai pas parlé jusqu'à présent des facteurs habilitants apparaissant en bas à droite dans le diagramme. Mais évidemment, tout ce qui touche les mentalités, comportements, les compétences et les habiletés, c'est des éléments sur lesquels vous pouvez intervenir dès aujourd'hui. Il y a énormément de formations qui existent à l'école de la fonction publique sur tout ce qui est numérique, le gouvernement numérique, tout ce qui touche les données. Donc, je vous encourage à aller jeter un coup d'œil, vous familiariser avec les concepts, mieux les comprendre. C'est la base du travail qui va se faire dans les 10 prochaines années. Autant maîtriser cette base-là dès maintenant. Un commentaire peut-être sur l'agilité. Traditionnellement, dans les RH, on a organisé nos structures autour des disciplines en RH, hein, la dotation, les relations de travail, la paix, etc. Ça nous a relativement bien servi jusqu'à présent, mais de plus en plus, il commence à y avoir de nouveaux modèles de structure qui commencent à émerger. Lorsque je regarde dans le secteur privé, je remarque que de plus en plus, les trajectoires que j'ai discutées commencent à se manifester dans les organigrammes. Et ce qu'on voit apparaître, ce n'est plus des directions des relations de travail ou direction de la dotation. De plus en plus, ce qu'on commence à voir, c'est direction ou vice-président de l'expérience de l'employé, donc de l'expérience utilisateur, VP de People Analytics, donc VP des données, de l'analyse de données. Il suffit de faire une recherche sur le web pour voir c'est quoi les nouveaux titres qu'on voit dans les organisations en RH à l'extérieur de la fonction publique pour réaliser que ce que je suis en train de décrire là avec les trajectoires empruntées, ce n'est pas de la science-fiction, c'est déjà la réalité dans certaines organisations. Et ça vaut la peine de se poser la question, est-ce qu'on peut commencer à considérer à apporter dans nos structures, dans nos organisations, ces éléments-là? Mais comme vous le voyez, un des défis qui vient, un des défis de notre agilité, c'est que ces trois trajectoires-là,
s'applique à toutes les disciplines. Donc, ça transcende les disciplines traditionnelles qu'on voit en RH. Donc, qu'est-ce que ça va vouloir dire sur l'avenir? Est-ce que nos leaders sont prêts à considérer des façons différentes d'organiser le travail qui s'est fait traditionnellement depuis des décennies en RH? C'est une question qui mérite d'être posée. Pour conclure, je sais que ce que je viens de décrire, en fait, ce que moi et Malika, on vous a présenté aujourd'hui, je sais que c'est difficile à absorber. Ça peut être très intimidant à entendre parce que beaucoup de ces concepts-là, soit que vous en avez entendu parler un peu, mais juste de façon superficielle, de façon abstraite, ou peut-être c'est complètement nouveau pour vous. Mais je sais que dans tous les cas, très peu de gens ont commencé à les mettre en pratique. Et je veux rassurer tout le monde qu'on est tous dans le même bateau, on part tous du même endroit, mais il faut commencer à adopter ce virage de mentalité-là, puis dire que c'est probablement vers ça qu'il faut commencer à s'orienter. Deuxièmement, les tendances qu'on vous a présentées aujourd'hui, les trajectoires, les futurs privilégiés, c'est très, très consistant, très cohérent avec l'industrie des RH à l'extérieur de la fonction publique. Donc, il n'y a rien de vraiment nouveau là-dedans. Troisièmement, encore une fois, je vais insister sur le fait, regardez les données que vous avez en votre possession. Il y a énormément de leçons tirées, énormément de choses à apprendre sur nos processus, sur nos façons de faire, et pour mieux comprendre nos utilisateurs à partir des données que nous avons déjà en notre possession, donc qui n'exigent même pas de collecter de nouvelles données. Et pour terminer, ce qu'on vous a présenté, c'est l'avenir qui s'en vient vers nous de façon très probable. Quoi qu'on fasse, cet avenir-là s'en vient dans notre direction. Donc, présentement, les changements qu'on propose ne sont pas encore exigés de nous, c'est encore optionnel, mais c'est facultatif. Mais si on ne veut pas subir, ces changements-là, c'est à nous d'être proactifs puis de faire le choix de les adopter immédiatement puis de changer nos façons de faire. Sur ce, merci beaucoup. On ouvre la porte aux questions. Yep. Merci beaucoup, Étienne. C'était vraiment génial. On apprécie que tu aies pris le temps de partager tes conclusions. Je pense que ça confirme ce qu'on savait déjà et ce que malheureusement beaucoup d'entre nous ont déjà fait l'expérience. Donc, merci. Pour toutes les personnes qui sont présentes avec nous cet après-midi, on va vous demander de, s'il vous plaît, continuer à partager vos questions, vos commentaires dans le Slido, dans le chat. Les présentateurs sont maintenant disponibles pour répondre à vos questions, vos commentaires. Et si vous voulez poser votre question en allumant votre caméra, allez-y. Je vais vous appeler par votre nom pour interagir en direct avec nous. Étienne, si tu permets, je vais commencer avec une question que j'ai trouvée vraiment intéressante. Qu'est-ce que ça veut dire la communauté ressources humaines doit prendre le contrôle de son destin? Qu'est-ce qu'on entend par là? Mais merci beaucoup pour la question. En fait, je dois dire ça, c'est une des surprises qui est ressortie dans la dernière semaine de mes entrevues, peut-être dans les derniers jours de mes entrevues, mais j'ai interviewé 3-4 ministres adjoints des RH de façon successive. Et les 3-4 individus m'ont à peu près toutes fait les mêmes observations dans des mots très semblables. Ils ont dit que, premièrement, ils avaient une certaine exaspération par rapport à l'absence de changement dans les RH depuis les 20 dernières années. En fait, je veux dire depuis les 15 dernières années, depuis la mise en œuvre de la loi sur l'emploi dans la fonction publique puis la loi sur les relations de travail en 2005, on est un peu au point mort. Il y a eu des changements de politique, mais les changements de mentalité ne s'opèrent pas. Et je sentais une certaine exaspération de la part de ces leaders-là. Et ce que les leaders disaient, c'est que peut-être que la pandémie actuelle est la crise dont les RH ont besoin. Peut-être que c'est ça qui est le coup de pied au derrière dont on a besoin pour dire qu'il faut changer nos pratiques, il faut se moderniser, il faut être à l'écoute des clients qu'on sert, il faut arrêter de mettre l'emphase simplement sur la conformité et de concevoir les processus en fonction de nos propres besoins. Donc, ce que les intervenants disaient, c'est que oui, les agences centrales doivent assurer un certain leadership pour orienter cette destinée-là, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que les dirigeants des RH de tous les ministères et organisations se mobilisent collectivement et adoptent une vision commune et disent « OK, on se prend en main et on professionnalise les RH
en fait quelque chose de bien. Donc, ils imploraient un leadership collectif de la part de la communauté. Excellent, merci Étienne. Je pense que ça répond bien à la question. C'est intéressant aussi d'entendre que ça vient des hauts dirigeants. Malika et toute l'équipe de Prospective Stratégique est avec nous aujourd'hui. Je vais vous demander excusez-moi, je ris à cause de vos réactions. Je vais vous demander de parler de l'impact que la prospective stratégique peut avoir immédiatement dans notre travail. Je sais que vous, ce que vous essayez de faire, c'est adopter une perspective à plus long terme, mais quel est l'impact en ce moment qu'on peut avoir, que ce domaine-là peut avoir dans notre travail de tous les jours? Peut-être à Dexter ou à Jennifer. Dexter, Jennifer, you guys want to go ahead? Je vais traduire pour vous. Sorry, I couldn't hear Malika. I apologize. My French is not great yet. So Jasmine, I'll need you to actually tell me what the question is. We're talking about the impacts. Foresight is a very future-oriented domain, and we're wondering about the impact that it can have on our work today. Okay, so there's a few things. One is that it can change kind of mindsets and behaviors in the job itself. So oftentimes when people are exposed to foresight and the more they kind of practice, using their brain in this mental way, they start bringing that into how they work. And so they find themselves questioning, how could that impact the future? Or is there a better way to do this? And then, what results and implications will happen from my decision over time? So for example, go ahead. Can you pause there just to give me the time to translate? Et si je ne le fais pas bien, je suis vraiment désolée, je ne suis pas formée là-dedans. Donc, ce qui arrive quand on applique cette lancée-là dans notre travail, c'est qu'on commence à développer un certain muscle. On commence à se poser des questions. On commence à questionner si ce qu'on fait et la façon dont on procède présentement est vraiment la meilleure façon de procéder et est-ce qu'elle a une perspective orientée vers le futur? Est-ce qu'elle servira dans le futur ou est-ce qu'en fait, elle est en train de servir le passé? Go ahead, Jennifer, sorry. Go ahead. No worries. And then there are other obvious applications, which would be when you take a whole study and you use it for the basis of a change management process or transformation initiative. And then just an example from that first part I stated was oftentimes part of my job is, even having a casual coffee with someone discussing results from projects like this one and what foresight is. And then they come back to me and they say, I completely do my job differently now. So I will send back MCs that come to me with questions about future considerations for people to edit and then resubmit. Thank you. Donc, elle parle de deux façons aussi de procéder pour intégrer la prospective stratégique à notre façon de travail. C'est qu'on peut prendre un projet au complet, puis peut-être qu'on peut en partager plus tard, et l'utiliser comme pour semer la graine du changement. Donc, on parle d'utiliser un projet, les données, les trouvailles pour commencer à instaurer un changement de façon stratégique au sein de notre ministère, dans notre façon de faire, que ce soit peu importe l'échelle sur laquelle vous voulez l'appliquer, vous avez la possibilité de l'appliquer parce qu'on sait que c'est dur des fois d'obtenir le consentement et l'endossement de nos supérieurs. Donc, c'est une façon de procéder, mais ce que Jennifer a trouvé au fil des années et l'autre équipe et ses collègues à Horizon Politique, c'est que en ayant des conversations sur comment la prospective stratégique est un domaine important, elle a réussi à changer des façons de faire, que ce soit banal ou énorme. Elle a réussi à faire questionner une employée ou un employé du bureau du conseil privé par rapport à la lentille qui devait être incorporée aux mémoires qui allaient au cabinet. Donc, l'employé retournait systématiquement toutes les mémoires au cabinet pour demander « Non, donnez-moi la preuve que vous avez pensé de façon stratégique à l'impact que vous allez avoir, ce que vous proposez a sur le futur, et ensuite, on va considérer mener la proposition de l'avant. » I think
I think that's a pretty fair translation. Thank you very much, Madame O'Rourke. Dexter, Malika, did you have anything to add? Est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter à ça? Non, ça couvre vraiment toute la réponse. Solid no. Thank you so much. Étienne, moi, c'est une question que j'ai personnellement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait réagir, que t'as fait comme « Oh, wow, wow, ça change la donne, ça a le potentiel pour impact », t'as fait comme « Aïe, aïe, pause, tout le monde, écoutez ça, c'est fou ». Oui. En fait, la complémentarité des perspectives autour de certains sujets. L'exemple que j'aime bien donner, c'est tout ce qui touche les données et la prise de décision basée sur les données probantes. Mais plus j'interviewais de gens, plus que je recueillais leur point de vue. Mais chaque individu répondait, je partageais leurs opinions, mais je voyais que chaque opinion venait complémenter ce que les autres venaient de dire. Et quand je mettais ensemble tous les extraits d'entrevue autour d'un sujet bien précis, ben ça donnait tellement, ça faisait un argument tellement impossible à résister, tellement qui appelait à l'action que je me disais, c'est merveilleux. Une fois que si tout le monde entendait ce que mes répondants ont eu à dire sur ce sujet-là, il n'y a plus aucune façon qu'on peut rester inactif autour de cet enjeu-là après avoir entendu ça. Et ça m'a un peu motivé à développer des produits que je vais commencer à publier probablement autour du mois de mai, peut-être même au début avril, mais on va voir. Mais je veux créer une série de vidéos, chaque vidéo articulée autour de certaines idées clés qui sont ressorties dans les entrevues, où justement je vais mettre bout à bout des extraits d'entrevues que j'ai enregistrés parce que toutes les entrevues ont été enregistrées, et donc les mettre bout à bout les points de vue des répondants, mais sur des sujets bien particuliers. Par exemple, la diversité et l'inclusion, les données probantes, la numérisation des RH, et bâtir ces arguments-là qui vont vraiment, je pense, pousser la fonction publique à prendre des gestes concrets, parce que toutes les perspectives que j'entendais se complétaient tellement bien que c'était irrésistible. La nécessité et l'envie même de faire quelque chose avec ça. Mm-hmm. Excellent, merci. J'ai une question dans le chat. Mais j'ai aussi, je trouve qu'il y a des liens avec les autres commentaires, les autres réactions. On parle d'un équilibre et de capacité entre ce que le ministère est capable de mettre en œuvre par rapport au TI, par rapport à l'approvisionnement. On parle d'adoption de nouvelles technologies, mais on sait tous, pour l'avoir vécu, qu'il y a énormément de contraintes au niveau de la fonction publique. Et non seulement ça, on a une charge de travail souvent, je vais être délicate, qui dépasse nos capacités. Alors, comment est-ce qu'on réconcilie ce besoin-là d'avancer, les contraintes qui sont nos réalités au niveau fédéral et notre job, notre travail quotidien? J'ai des idées. Premièrement, je pense qu'il faut être honnête avec nous, mais on est souvent en mode réactif. Et lorsqu'on est en mode réactif, ça prend des fois trois fois l'effort de poser des gestes par rapport à ce que ça leur aurait requis si on les avait posé ces mêmes gestes-là en mode proactif. Par exemple, je vais reprendre l'exemple du onboarding que je décrivais plus tôt. Mais l'organisation qui a simplifié ses processus de onboarding puis qui a automatisé le processus, pouvez-vous imaginer combien de temps qui se sont sauvés en faisant ça il y a 3 ans de ça? Parce que les questions qu'ils ont eu à se poser n'étaient pas des questions si difficiles que ça. Ça prenait juste le leadership d'une personne qui était capable de rassembler les bons joueurs autour de la table et de dire, OK, on va simplifier. On a-t-il besoin de ce processus-là? Est-ce qu'on peut l'automatiser? C'est quoi la valeur ajoutée? Et ils ont créé un formulaire en ligne. Un formulaire en ligne, là, en 2021, un CS1 qui commence au gouvernement est capable de créer ça, un formulaire en ligne. Donc, le défi n'est pas technologique en soi. Le défi, c'est de poser les bonnes questions d'affaires, d'identifier les bonnes priorités, d'avoir cette orientation-là un peu proactive et de centrer nos approches autour de l'utilisateur. Cette organisation-là, quand tout d'un coup la pandémie est arrivée puis il fallait faire le onboarding de façon virtuelle, ils étaient prêts. Ils étaient prêts, leur processus avait déjà été simplifié, leur processus était déjà en ligne. Donc, eux ont pas passé les 8 derniers mois à essayer de résoudre un problème
à embaucher un volume d'employés à l'échelle de centaines ou de milliers de personnes, ou que les courriels vont dans toutes les directions, qui créent une quantité énorme de travail qu'on aurait pu éliminer presque complètement si on avait simplifié le processus en amont. Donc, ça, c'est une partie de la réponse. L'autre partie de la réponse, je veux dire, c'est qu'en 2021, les RH, presque tout ce qui se fait en RH demande de la technologie et des données. Et je crois que les leaders RH des investissements gigantesques, importants, de façon stratégique, qui vont devoir échelonner sur des dizaines d'années, mais on ne peut plus dissocier la technologie des RH. Dans le secteur privé, technologie et RH, c'est rendu une seule et même chose. Donc, encore là, c'est un virage à adopter. Je pense que tous les ministères doivent développer des partenariats très étroits entre leur division des RH, leur division de TI, et doivent commencer ensemble à discuter comment qu'on va échelonner ces investissements-là, comment qu'on va se doter des systèmes et tout. Et troisième point, il y a énormément de travail répétitif qui est fait, de travail redondant, justement parce qu'on ne travaille pas de façon horizontale. Combien de ministères qu'au début de la pandémie ont commencé à considérer comment on peut faire des entrevues préenregistrées ou faire des entrevues virtuelles pour quand ils font des processus de recrutement ou de sélection. Tous les ministères, à peu près, ont regardé les mêmes produits, ont demandé les mêmes démos, ont fait les mêmes demandes à leurs services de TI, ont passé à travers les mêmes évaluations d'exigences de sécurité, puis de protection des données privées, etc. Alors que le travail aurait pu être fait une seule fois, mené par une agence centrale, mais en collaboration avec quelques ministères, impliquant service approvisionnement, pour dire on va identifier une panoplie de solutions qui répondent aux besoins de l'ensemble des ministères. Le travail d'évaluation, on va le faire une seule fois. Ça va sauver des centaines de milliers de dollars, peut-être des millions de dollars à l'échelle du gouvernement. Mais une fois qu'on aura fait l'approvisionnement, tous les ministères pourront aller s'approvisionner à même ces solutions qui auront été identifiées. Et ça se fait parce qu'on l'a fait il y a quelques années au gouvernement avec les solutions technologiques pour l'intelligence artificielle. Il y a eu un processus d'approvisionnement qui a identifié, selon certains critères, une quinzaine de fournisseurs de services que tous les ministères maintenant peuvent aller chercher pour fournir des services d'intelligence artificielle. Donc, c'est possible de le faire, mais encore une fois, on voit la nécessité pour la communauté des RH de prendre ce leadership-là de façon horizontale puis de dire, OK, plutôt de refaire 100 fois le même travail dans 100 organisations différentes, mobilisons-nous pour le faire une seule fois de façon intelligente et que ça vienne servir tout le monde. Super. Merci beaucoup, Étienne. Là, il nous reste à peu près 2 minutes. La raison pour laquelle on va terminer à 2h55, c'est que je veux donner assez de temps à tout le monde de se brancher se préparer pour leur prochaine réunion. Il y a énormément de questions auxquelles on n'a pas encore eu le temps de répondre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compiler les questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre aujourd'hui et on va afficher les réponses sur notre wiki, GC Collab, etc. Donc, ça sera là comme matériel de référence. On vous a vu, on vous a entendu et on va faire de notre mieux pour vous répondre. J'ai une petite question par rapport pour l'équipe de prospective stratégique, donc Malika, Jennifer, Dexter, Ryan, compagnie, tout le monde. Hein? C'est quoi les changements prometteurs que vous avez constatés au cours des dernières années, voire même peut-être précipités pendant la dernière année? Lors de la pandémie? Est-ce que vous voyez des tendances au sein des ministères? Et Jennifer, n'hésite pas à rajouter un peu de texte. Parmi les changements vraiment qu'on voit, c'est que, pour continuer en fait sur ce que Étienne a dit, c'est que la pandémie vraiment elle a démontré qu'on a besoin de pouvoir s'adapter et être résilient. Et à cause de cette situation, vraiment, on voit que toute la planification stratégique est rentrée dans le radar de beaucoup d'entre nous. Et parmi ces changements-là, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a de plus en plus d'équipes de prospective stratégique. On voit de plus en plus une très grande demande en fait pour la prospective stratégique. Et on voit aussi que vraiment, on voit de plus en plus l'importance de sacrifier en fait notre confort courant pour pouvoir être prêt pour l'avenir. Et vraiment, la pandémie, ça a mis en gras et ça a mis dans nos visages l'importance d'avoir cette préparation.
Donc, vraiment, c'est des changements qu'on a observés, une très forte demande, en fait, pour la prospective stratégique et une demande que même notre équipe, on a reçu des demandes de projets qu'on n'arrive même pas à combler. Et aussi, on voit aussi beaucoup plus d'équipes de prospective stratégique qui sont établies dans beaucoup d'autres endroits et ministères. Mhm. Jennifer? Ou Dexter? Ou Steph? I don't know what was asked and answered, so I can't reply. Sorry. I think she covered it well. Je pense que Malika a donné une super belle réponse, très complet, merci. Alors, mesdames et messieurs, j'aurais eu d'autres questions que j'aurais aimé poser à nos présentateurs, mais nous devons vous quitter. Avant de vous quitter, par contre, on va vous inviter à compléter le sondage via Slido pour nous donner vos impressions, ce que vous aimeriez voir aussi en termes de thèmes, présentation pour les prochaines sessions, parce que c'est quelque chose qu'on va faire très régulièrement. Alors, vous avez été un public formidable. On vous invite à garder un œil sur notre page GC Collab et GC Wiki. On va avoir les enregistrements, ressources supplémentaires, réponses aux questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre et plus d'informations sur les événements à venir. Donc, on a très hâte de vous revoir. En attendant, soyez prudents, prenons soin de vous et à la prochaine.